Merci à tous et à toutes d'être là. Je vais présenter aujourd'hui le projet EthnoAid. C'est Charlotte Floersheim qui était censée le présenter. Elle n'a pas pu malheureusement être là. Mais vous aurez l'occasion, j'espère, de l'entendre prochainement présenter ses projets actuels. Alors peut-être pour commencer, vous resituer le contexte dans lequel cette étude s'inscrit. Premièrement, il y a peut-être une question qu'on peut se poser, c'est écrit petit, je suis désolé, mais est-ce qu'on a encore des choses à apprendre sur et de la lutte contre le sida? C'est une question qu'on me pose régulièrement dans le milieu de la sociologie de la santé. Et on va essayer d'y répondre à travers cette étude, notamment sur l'association Aide. Mais juste pour le dire rapidement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées sur les années 80 et 90. J'en référence certaines sur les mouvements de ces années-là, la période la plus sombre de l'épidémie. Mais qu'on a peu de choses, par contre, sur les années 2000 et 2010 et les évolutions profondes de la lutte contre le sida à cette période. Et puis, si les associations des années 80 et 90 ont été beaucoup étudiées, et en particulier ACT UP Paris, c'est moins vrai pour d'autres associations comme Aide. Donc il nous semblait que c'était important, grâce à cette étude, de combler ce manque à différents égards. D'autant plus que depuis les 20-25 dernières années, qui est la période un peu de l'étude, se sont passés un certain nombre de changements dans la lutte contre le VIH-Sida. Le premier, c'est la nouvelle donne thérapeutique. Là, j'enfonce une porte ouverte, à la fois en termes de traitement, mais aussi de prévention. Au CESTIM, on est bien placé pour le savoir. Il y a des reconfigurations profondes du champ associatif. Certaines associations ont disparu, d'autres se sont créées. Et c'était intéressant aussi de pouvoir documenter et caractériser ce nouveau contexte. Et puis enfin, ce qu'on a perçu, et ce qu'on perçoit toujours, c'est un désir de mémoire et d'histoire de la part des acteurs, actrices de la lutte contre le sida au sens très large, pas que les militants, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe et d'où viennent les associations telles qu'on les connaît aujourd'hui. Alors je serai, moi, très centré sur Aide, et pour une fresque historique de plus longue durée et à plus large échelle, je vous renvoie au livre de Olivier Morel et Michel Bourrelli qui a été publié l'année dernière pour les 40 ans de l'épidémie, qui couvre beaucoup plus largement que les quelques slides que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, les origines de l'étude, là aussi, je vais essayer d'être assez rapide. Bruno pourra vous en dire plus parce qu'il a été un des initiateurs en tout cas, il a été à la genèse de cette étude. C'est un projet qui a été discuté à l'origine entre Laetitia Atlani-Duo, qui est anthropologue, et Bruno, et des militants du secteur de recherche de Aide. Le projet a été déposé pour une demande de financement à la NRS fin 2019, accompagné d'une bourse de thèse. Et donc, il a été accepté pour financement pour la période 2020-2023. Et au moment où il a été financé, Bruno et les militants de Aide se sont retirés du projet pour laisser toute son autonomie scientifique au projet, je le signale quand même. Voilà. Donc l'objectif principal du projet, c'est d'analyser la longévité du modèle associatif de Aide près de 25 ans après l'arrivée des trithérapies, en s'intéressant à différentes dimensions, les conséquences de ces changements thérapeutiques sur l'identité associative, les effets de tous ces bouleversements sur le positionnement de l'association dans l'espace public, dans l'espace militant de la lutte contre le sida, mais aussi les tensions entre institutionnalisation et militantisme qui peuvent se faire jour dans la lutte contre le sida et à Aide en particulier. Et enfin, on a rajouté ce volet-là parce qu'on a été repris par l'actualité, mais les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur l'action militante de l'association. Donc on a reçu un avis favorable du comité d'éthique de l'INSERM en janvier 2021. L'équipe du projet, je la présente aussi très rapidement, c'est Laetitia Atlani-Duo qui est coordinatrice scientifique, et on est une petite équipe de chercheurs en sciences sociales. C'est un projet de recherche socio-anthropolique très qualitatif. Voilà, donc je vous laisse les noms, mais c'est dont Charlotte, qui est accueillie au CESTIM et qui fait partie du CESTIM maintenant. Alors rapidement aussi, Aide en quelques mots, parce que je ne veux pas partir du principe que tout le monde sait de quoi on parle. C'est une association qui a été créée à la fin de l'année 84, donc il y a bientôt 40 ans, dont le premier président a été Daniel Defer, qui est une figure bien connue de la lutte contre le sida, et dont Bruno a été un des présidents il y a quelques années. Elle a été reconnue d'utilité publique en 90 et elle est association unifiée depuis 2002, c'est-à-dire que ça a été longtemps une fédération d'associations, et c'est depuis 2002 une association unique avec une direction, un CA, etc. Une structuration assez originale dans le champ des associations sur la santé. En 2022, pour faire très rapidement, il y a une présidente, c'est un fait nouveau, il n'y avait eu que des présidents, Camille Spire. Aide, c'est 75 lieux d'accueil à travers le territoire France
hexagonale et outre-mer, 800 volontaires, donc je mets entre guillemets parce que c'est le terme qui est utilisé par l'association, on parle plutôt de bénévoles dans d'autres contextes, et puis environ 500 salariés et un budget de autour de 43 millions d'euros. Donc c'était pour vous situer des grands chiffres, pour vous permettre de prendre la mesure un peu de cette association et aussi de la complexité de faire une étude sur cette association. Alors le terrain de recherche, on l'a rapidement découpé en deux grandes approches. Une première qui était d'essayer de retracer ce qui était l'objectif un peu du projet, les évolutions de l'association sur les 20-25 dernières années. Donc vaste projet. Donc c'est entretenu avec des militants, avec aussi des acteurs de la lutte contre le sida qui ne sont pas de aide, pour aussi avoir des regards un peu extérieurs sur l'association. On a travaillé par ailleurs sur les archives de l'association. Et puis on va essayer on est en train de le faire, d'élaborer une sorte de chronogramme des événements ou des grandes périodes des évolutions de l'association au cours des 25 dernières années, en resituant tout ce qu'on a pu collecter à travers ça. Et puis deuxième gros temps fort de ce travail de terrain, c'est l'ethnographie de l'activité de l'association. Donc ça, c'est ce qui nous a occupés depuis janvier 2021, avec une ethnographie approfondie dans 3 régions en France hexagonale, à partir d'observations, beaucoup d'observations, de participation, d'immersion dans l'association, mais aussi à partir d'entretiens avec les acteurs et les actrices contemporains de l'association, et pas simplement des gens qui avaient connu toutes les évolutions des années précédentes. Je voudrais aujourd'hui vous présenter quelques premières analyses, quelques premières pistes. Alors c'est tout à fait préliminaire, sachant qu'on est en train on a fini les terrains là, ces dernières semaines. Là, on est en train de tout rassembler, d'analyser finalement cette matière première. Donc c'est des pistes que j'ai validées avec les collègues de l'équipe, qui sont en fait 3 points saillants. Et puis j'ajouterai une diapo un peu de questionnement, un peu de réflexion méthodologique et éthique sur la recherche dans une association comme aide. Alors, premier point saillant qui est ressorti de nos terrains divers, c'est la capacité de aide à s'adapter aux évolutions de l'épidémie. C'est quelque chose qui ressort de manière très forte dans tout ce qu'on a pu entendre et collecter. C'est cette adaptabilité au contexte. Alors, ça passe par un certain nombre de réorganisations territoriales au cours des 25 dernières années. On a essayé d'en retracer les différentes étapes. Alors, ça paraît très, très précis et pointilleux de le raconter comme ça, mais c'est intéressant de voir comment aide s'est adaptée en partant au départ de délégations départementales, puis en ayant un fonctionnement plus à l'échelle de territoire d'action. Il y a tout un tas d'étapes de cette recomposition qui est à la fois politique et stratégique de l'association et qui nous a semblé intéressant de retracer dans l'étude. Et de comprendre comment, et notamment la question de la fusion de l'association en 2002 dont je parlais en introduction, est un moment clé de cette histoire assez récente de aide. Aide, c'est aussi une association qui, sur la longue durée, est une interlocutrice clé des pouvoirs publics. Ces dernières années, il y a eu tout un tas de dossiers, le dépistage rapide communautaire, la PrEP, mais plus généralement le droit des personnes vivant avec le VIH. Aide reste un interlocuteur incontournable pour les pouvoirs publics, et ce qui lui donne aussi accès à un certain nombre de ressources à travers des subventions, des financements publics et privés. Mais c'est important de pouvoir le constater, de voir que cette association dure aussi par sa capacité à jouer ce rôle de médiation entre les communautés et les pouvoirs publics. Autre élément fort de cette capacité d'adaptation de aide au contexte, c'est le développement de la recherche communautaire. Alors là aussi, au CESTIM, on est bien placé pour le savoir, mais aide s'est positionné très tôt sur ce terrain-là, et ça en fait une caractéristique ou une originalité, à la fois dans le champ de la lutte contre le sida en France, mais aussi à l'échelle internationale. C'est important de pouvoir le souligner aussi. La montée en puissance du plaidoyer, ça on l'a aussi noté, un collègue Clément Soria qui travaille plus particulièrement là-dessus, de voir comment l'activisme politique de aide s'est reformulé ou reconfiguré autour de la notion de plaidoyer, et qui est aussi fait partie d'évolutions plus larges dans le champ associatif au niveau des ONG, au niveau international. Et donc aide à participer à ça en France. Et puis enfin, et c'est le dernier élément assez récent, parce qu'on est arrivé au moment où la question du MeToo dans la communauté gay a émergé et a percuté aussi l'association Aide de différentes manières, à la fois publiquement et aussi en interne. Et Aide a très rapidement mis en place des formations sur les violences sexistes et sexuelles. Ça nous a semblé intéressant de voir comment cette structure, qui est par beaucoup vue comme assez hégémonique, un peu un mammouth de la lutte contre le sida, est aussi capable, alors quand on voit ça de l'intérieur, de s'adapter, de s'ajuster à des évolutions du contexte et d'essayer d'y répondre. En tout cas, ça nous a intéressé d'essayer de l'analyser.
Alors, par contre, le contrepoint de ça, et ça c'est beaucoup ressorti dans les entretiens et de différentes manières, c'est cette impression que c'est une association, une organisation qui est tout le temps en crise, crise de réorganisation, crise percutée par des questions de société qui viennent la questionner. Et cette question de la crise, elle nous a semblé un fil conducteur intéressant pour regarder les 25 dernières années de l'évolution de l'association. Alors, dans les entretiens, on a eu toutes sortes de perspectives sur cette notion de crise. Pour beaucoup, c'est aussi l'illustration de ce que c'est l'esprit communautaire. On n'est pas monolithique, on sait justement cette capacité d'adaptation, elle était vécue comme un élément positif de cette capacité de prendre en compte ce qui bouge, cette réinvention finalement militante de l'association. Mais la contrepartie peut-être plus négative qui ressortait aussi dans les entretiens, et pas toujours de manière contradictoire d'ailleurs avec la première proposition, c'est en quoi tous ces changements, ces ajustements sont aussi des facteurs d'épuisement, de fatigue et parfois de découragement ou de perte de sens pour un certain nombre de militants. Là-dessus, on a aussi interviewé des gens qui étaient passés par Aide mais qui n'y étaient plus. C'était intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là de gens pourquoi ils sont partis, qu'est-ce qui fait qu'on part d'une association. Ça nous a aussi intéressés. Mais voilà, j'en dis pas plus sur ce terrain-là, mais il semblait que c'était important de le mettre en avant. Deuxième point saillant de notre recherche, c'est la notion de communautaire, qui est au cœur du projet associatif de Aide, qui est un mot-clé qui revient de manière vraiment presque systématique. Avec des définitions, et c'est ça qui nous a intéressés. On a systématiquement posé la question aux personnes qu'on a interviewées mais qu'est-ce que c'est pour vous le communautaire? On a eu presque autant de définitions que d'entretiens, mais à la fois, il y a plein de traits communs quand même. Et c'est intéressant de voir que chacun se l'approprie selon son histoire, selon son parcours, et selon les actions qu'il mène dans l'association de manière différente. Alors, la définition de Aide dans son projet associatif le plus récent, c'est la notion de communauté, l'action communautaire, c'est agir avec un groupe de personnes, la communauté, unis par une même problématique et un même désir d'action. La santé est un bien commun que la communauté décide de gérer elle-même. Les personnes concernées sont associées à tous les niveaux de l'action, de l'identification des besoins jusqu'à l'évaluation. Donc, ça fait évidemment écho à ce que nous, on connaît autour de la recherche communautaire, mais ça fait partie de la définition un peu que Aide met en avant, en tout cas le plus récemment. Donc, je n'ai pas fait un florilège là, de toutes les définitions qu'on a eues de qu'est-ce que c'est le communautaire pour vous, mais on pourrait le faire, ce serait intéressant. Et c'est très riche, en tout cas, de diversité et de complexité parfois, d'interprétations différentes. Alors, évidemment, cette revendication communautaire, elle constitue un référentiel commun pour les militants de l'association, mais elle est parfois floue ou parfois mal comprise ou mal appropriée, en tout cas appropriée de manière très diverse. À l'interne, avec la difficulté pour un certain nombre de militants, même parfois des anciens, de définir ce que c'est vraiment pour eux une communauté ou la communauté qui constitue Aide ou les communautés qui constituent Aide. Et puis, le fait que Aide aussi percuté, j'en parlais précédemment, par tout un tas de débats sur la place des minorités dans la lutte contre le sida, dans la place des minorités dans la société, autour des enjeux de racisme, de transphobie, et que ça occasionne aussi un repositionnement, une rediscussion de ce que ça veut dire l'action communautaire dans ce cadre-là, de qu'est-ce que ça veut dire la tension entre communauté et minorité. Donc j'en dis pas plus, on pourra en discuter. Et puis, quand même, je trouvais ça important de le souligner, malgré tout, même si c'est un terme qui est consensuel à Aide, la communauté ou le communautaire reste peu consensuel à l'extérieur de l'association. Ça reste associé au communautarisme, malheureusement, pour beaucoup d'acteurs et d'actrices de santé, et plus généralement en politique. Et donc ça fait partie des éléments de contrainte dans lesquels évolue Aide aujourd'hui, en revendiquant cet ancrage communautaire, tout en n'étant pas toujours bien comprise de ce qu'il y a derrière. Alors, troisième point saillant que je voulais souligner, c'était la notion de professionnalisation qui a été aussi un fil conducteur un peu de notre enquête, parce qu'elle est revenue énormément dans les entretiens. Alors, simplement pour dire, ça ne se résume pas à ce qu'on a étudié nous, c'est-à-dire les 20 à 25 dernières années. La professionnalisation de Aide a commencé dès le début des années 90, dès la fin des années 80, finalement. Mais elle s'est, c'est vrai, largement renforcée au cours des 20-25 dernières années. Alors, ça occasionne des tensions à divers niveaux, à la fois parce que professionnalisation dit dépendance, une forme de dépendance à des financements, publics ou privés, pour payer les gens, pour faire vivre l'association, et aussi de tout ce que ça peut poser sur l'activité associative en termes d'évaluation, processus d'évaluation de plus en plus raffiné, structuré, etc., avec du positif et du négatif, en tout cas dans le vécu des personnes. Et puis l'idée qu'il, par moment, il faut faire du chiffre, en tout cas, il faut faire de l'action, faire du dépistage, par exemple, pour justifier les financements qu'on reçoit.
Donc ça met aussi l'association sous une forme de contrainte par rapport à des bailleurs. La question du partage des rôles entre permanents, entre salariés et volontaires, bénévoles de l'association, c'est aussi une thématique qui est ressortie énormément. Je crois que c'est une thématique qui est aussi vieille que l'association, parce que Bruno pourra le confirmer, et qui peut-être se réactualise et se rediscute régulièrement. À la fois la question du rôle de chacun, la question de la place du politique pour les volontaires, est-ce que les salariés ont pas accès à la parole politique. Enfin, tous ces débats-là sont vraiment des débats récurrents. Et puis enfin, le dernier enjeu, et qui est quand même pas des moindres, c'est la question de la reconnaissance salariale, des conflits de travail qui émaillent en fait les 25 dernières années de la vie de Aide. Finalement, on se rend compte qu'il y a une forme à la fois d'exceptionnalité, hein, parce que c'est Aide et que c'est une association communautaire, mais une forme de banalité également, comme si une PME de la vie associative, comme d'autres peut-être, qui vit des conflits de travail, parce qu'elle emploie près de 500 personnes. Alors voilà, nous on se pose la question, ça va faire partie des choses qu'on va analyser par la suite, des parallèles qu'on pourrait faire avec d'autres associations, les évolutions plus générales de la vie associative en France, pour ne pas rester centré sur simplement la situation de Aide dans ce cadre-là, qui nous paraît intéressante et illustrative, mais pas suffisante pour comprendre ce qui se joue. Alors faire du terrain à Aide, je voulais quand même souligner quelques défis qu'on a pu rencontrer. Le premier, c'est, je suis rapidement passé dessus, mais par où et par qui commencer? On parle d'une association qui a presque 40 ans, qui regroupe près de 1500 militants, volontaires et salariés. Et c'est vrai que c'est un défi d'ampleur. Et on s'est quand même beaucoup posé de questions et on continue à s'en poser, parce qu'on a fait des choix de terrain, ethnographiques notamment, et qui font forcément des choix, des non-choix aussi. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir ressortir de tout ça? Est-ce que ça sera illustratif de choses plus générales? C'est un peu l'anxiété dans laquelle on peut être actuellement au moment de commencer l'analyse. Deuxième élément fort, et que je voulais nommer, qui me paraît important, c'est le rôle des émotions et le lien avec le terrain, parce qu'on était deux dans l'équipe à avoir un passé avec Aide, un engagement militant, volontaire ou salarié dans Aide. Et c'est sûr que ça teinte la manière dont on aborde le terrain et ça nous a occasionné toute une discussion et de réflexion sur notre positionnement. Mais même nos collègues qui n'étaient pas des militants de Aide à la base se sont retrouvés à être immergés dans l'association, pris dans tout un tas d'enjeux émotionnels, personnels et puis de réflexion, de liens avec l'association, de liens affectifs aussi, qui se sont créés et qui nous posent tout un tas de questionnements sur comment on va prendre aussi la juste distance pour analyser tout ça. Donc c'est assez classique en sciences sociales, on ne réinvente rien, mais ceci dit, c'est des questions qu'on se pose actuellement sur cet objet spécifique qui est Aide. Et puis enfin, dernier élément, puis j'arrive à ma conclusion, on s'est aussi confronté, ça nous a par moments perturbés, ou en tout cas déstabilisés, à des dirigeants en particulier, pas que des dirigeants, mais des gens au CA de Aide ou à la direction de Aide, qui étaient des gens issus des sciences sociales ou acculturés aux sciences sociales, connaissant parfaitement la manière dont ça se passe, nos référentiels théoriques, nos méthodologies, nos approches de recherche. Et ça nous a parfois déstabilisés de voir des gens qui savaient très bien où on voulait en venir dans nos entretiens ou qui nous challengeaient sur les questions qu'on posait ou les finalités de la recherche. Donc je dois le dire, ça fait partie des choses qui étaient intéressantes mais pas toujours évidentes. Et ça nous pose tout un tas aussi de questions aussi sur comment on fait pour objectiver des gens qui savent qu'on est en train de les objectiver. Ça, c'est pas... là aussi, on réinvente rien, mais dans le cas précis de Aide, c'est quelque chose qui nous a beaucoup questionné, qui continue à nous questionner. Perspective, j'arrive à la fin. Donc l'idée là, c'est qu'on commence les analyses, même si on a commencé à analyser en cours de route, mais on commence vraiment à se pencher sur tout le matériau qu'on a accumulé. Donc on n'a pas de conclusion consolidée, ni on n'a pas encore fait de retour vers l'association. Vous avez la primeur d'une première présentation, même si je sais que Bruno a plusieurs casquettes ici, mais en tout cas on n'a pas fait de retour structuré vers l'association à ce stade. Et à ce stade aussi, on peine un peu à trouver ce qui était un peu la commande de départ, mais quels sont les éléments qui expliquent la longévité de l'association. On en a un certain nombre, mais à la fois, il y a aussi un turnover important dans Aide, il y a aussi beaucoup de choses qui bougent, et c'est pas évident toujours de tracer les éléments de continuité, en tout cas de les identifier clairement. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, on a aussi envie maintenant d'aller lire ou regarder ou discuter avec des gens un peu en dehors de la lutte contre le sida ou de Aide, pour voir si ces évolutions-là, elles sont si spécifiques que ça à Aide, ou si elles font résonance avec d'autres évolutions. En particulier, je pensais au planning familial, qui a fait l'objet de plusieurs études ces dernières années. Mais bref, d'autres associations à l'international, ce serait intéressant. Et puis enfin, là je cite la thèse de Charlotte de Fleursheim, qui va aller faire une thèse en Guyane sur les mobilisations
face au VIH. Et ce sera intéressant parce qu'elle va se rapprocher de Aide en Guyane, de regarder aussi si on se décale un petit peu géographiquement, ce que nos conclusions ou nos analyses en cours peuvent donner sur d'autres territoires. Merci de votre attention.